Bonjour à tous. Donc, merci à ceux qui résistent encore de la fin de rester avec nous pour cette dernière conférence du Salon Millésime Bio de cette année. Donc, nous allons parler réemploi des bouteilles. Oser le réemploi des bouteilles. Donc on a déjà depuis 1 ou 2 ans, on parle du réemploi des bouteilles, de la consigne. Donc on continue ce sujet qui est important, qui monte. Donc pour nous accompagner, merci à France Consigne, Hoc Consigne d'être présent pour animer cette conférence. Donc Anne-Claire Degaille de Hoc Consigne, Corinne Lafortune, donc, qui est coordinatrice de France Consigne, Cédric Berger, donc, qui est de l'organisme, éco-organisme l'ECO, et Philippe Lelong du domaine Pêche d'André. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Anne-Claire Degaille, je suis la gérante de Hoc Consigne, opérateur de réemploi de l'Est de l'Occitanie, membre de France Consigne, qui permet le réemploi des bouteilles au niveau national, sur une grande partie du territoire national. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le réemploi, pourquoi y passer pour vous aujourd'hui, comment le faire, et on a le témoignage de Philippe Lelong et de Corinne Lafortune sur différents modèles de passage au réemploi. Et enfin, Cédric Berger qui vous parlera des soutiens financiers aujourd'hui pour ces filières qui se développent. Donc, qu'est-ce que c'est que le réemploi ? On connaît bien le recyclage qui a pris son essor dans les années 80 avec l'usage unique. C'est une solution qui est bien sûr performante pour s'occuper de l'usage unique, mais qui est très énergivore. Le recyclage, c'est casser une bouteille en parfait état, la refondre à 1500 degrés pendant 24 heures, la remouler à l'identique et ensuite la remettre en vente. Donc c'est bien pour l'usage unique, mais aujourd'hui on peut faire mieux. Aujourd'hui, on peut faire du réemploi. Le réemploi, on ne passe pas par l'étape casse. C'est-à-dire que la bouteille, elle est collectée, elle est lavée, sa qualité est contrôlée, et ensuite elle est remise en circuit. Ça représente une économie de 85%, de 80% presque, d'énergie primaire consommée par rapport au recyclage, 75% d'émissions CO2 en moins, et au moins moitié moins d'eau. Et tout ça, c'est selon des études de l'ADEME qui datent de 2018. Donc pourquoi aujourd'hui passer au réemploi pour un vigneron ? On l'a vu, pour réduire votre impact carbone. Des études de l'ADEME plus récentes, de 2023, de l'an dernier, montrent que dès la première réutilisation, de façon systématique, le réemploi est plus sobre pour l'environnement que l'usage unique. Pour un vigneron, la bouteille représente, là encore selon l'ADEME, la bouteille représente 30% de l'empreinte carbone de l'ensemble des étapes du cycle de vie du vin. Donc si vous passez au réemploi, vous réduisez tout de suite de façon significative votre empreinte carbone. Une autre raison de passer au réemploi pour vous, c'est de sécuriser vos approvisionnements. Vous vous en souvenez, 2022-2023, vous aviez du mal à trouver des bouteilles. Les teintes n'étaient pas disponibles, les modèles que vous demandiez n'étaient pas disponibles. Passer au réemploi, à terme, c'est pour vous une façon de sécuriser et de relocaliser vos approvisionnements. D'autant qu'on est beaucoup moins dépendant des coûts de l'énergie que le recyclage et que la production de bouteilles en verre neuves. Passer au réemploi, pour vous, c'est aussi une façon d'anticiper la législation. La loi AGEC dit qu'en 2027, l'ensemble des metteurs en marché devront mettre sur le marché 10% de bouteilles réemployées. Donc, si vous vous mettez en ordre de marche maintenant, vous ne le vivez pas comme une contrainte, mais vous êtes déjà prêt pour dans 3 ans. 2027, c'est vraiment demain. Et enfin, passer au réemploi, c'est répondre à une demande croissante de la part de la population française. Plus de 9 Français sur 10 se disent favorables au retour de la consigne.
Donc maintenant, comment passer au réemploi? Il y a plusieurs façons pour vous de passer au réemploi. Une première façon, c'est donc d'intégrer une filière mutualisée de réemploi, comme l'a fait Philippe, et il parlera de son expérience. Ça veut dire d'abord passer à adapter votre matière sèche, c'est-à-dire passer à une bouteille qui est ce qu'on appelle de la gamme standard, qui a été mise au point par le réseau VRAC et Réemploi. Donc c'est des bouteilles vraiment traditionnelles, hein. Vous voyez, vous avez la bouteille Bordeaux traditionnelle qui est en 3 teintes, en blanche, en cannelle et en verte, ou une bouteille bourguignonne, comme celle de Philippe, Bourgogne Tradition, 63 mm, en 3 teintes. Et puis il y a aussi une méthode traditionnelle. C'est aussi ensuite adapter vos étiquettes. Vos étiquettes doivent se décoller dans un bain de soude à 80 degrés à 1,8% de soude. Ça ne veut pas dire que vos étiquettes vont se décoller dans le seau à glace. Voilà, mais il faut passer à ces bonnes étiquettes. Ensuite, une fois que vous avez fait cette démarche, on a aujourd'hui de nombreux imprimeurs sur le territoire qui ont les bonnes matières. C'est bon, vous avez aussi les bouteilles sont à nouveau disponibles. Vous mettez en marché ces bouteilles et les opérateurs de réemploi du territoire vont travailler avec les magasins, des points de collecte, pour qu'ils puissent signaler et expliquer à leurs consommateurs quelles sont les bouteilles réemployables, comment ça fonctionne, etc. Donc là, vous voyez de la PLV qui a été mise au point par Consigne. Donc déjà, sur le magasin, il y a une affiche qui indique que les bouteilles sont réemployées. Et on a mis au point tout un parcours consommateur. Et vous le voyez, les bouteilles réemployables sont indiquées clairement, sont mises en avant. On le voit bien, les magasins le disent tous, les bouteilles réemployables partent aujourd'hui plus vite que les bouteilles non réemployables parce qu'elles sont mises plus en avant et que dans un étalage où il y a énormément, dans des rayons où il y a énormément de bouteilles, c'est vraiment un facteur de différenciation. Ensuite, les consommateurs sont encouragés à rapporter leurs bouteilles. Donc là encore, vous voyez, on est dans une biocoop. Les consommateurs rapportent de façon volontaire ou alors contre consigne, selon aujourd'hui les opérateurs de réemploi en France. Ils rapportent leurs bouteilles. Ensuite, le magasin va les stocker en palox. Donc là, c'est pour vous présenter la boucle. Ici, le consommateur rapporte ses bouteilles, le magasin les stocke en palox. Quand les palox sont pleins, l'opérateur de réemploi vient collecter les bouteilles. Elles sont triées. Elles sont ensuite lavées dans une laveuse industrielle. Leur qualité est contrôlée. Elles sont repalettisées comme vous en avez l'habitude. Et ensuite, elles sont revendues au producteur qui les met en bouteille, etc. Donc une deuxième possibilité pour passer au réemploi qui s'adresse à des domaines qui, pour le moment, ne souhaitent pas passer forcément à des bouteilles de la gamme standard, mais qui sont en mesure de maîtriser leur distribution et leur collecte de bouteilles. Donc on a des exemples, par exemple, de domaines qui ont un restaurant sur place, qui organisent des événements, des mariages, etc., et qui aujourd'hui, finalement, consomment une grande partie de leurs bouteilles sur place. Donc au lieu d'emmener leurs bouteilles tous les soirs au point d'apport volontaire, ils peuvent les mettre dans des palox. Et quand les palox sont pleins, quand il y a un certain nombre de palox, ils viennent les faire laver chez nous. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour... ça peut arriver aussi que des vignerons mettent en bouteille, en tiré-bouché du vin. Il y a un problème sur le produit, ou un problème ou la nécessité de déboucher les bouteilles. Il peut les faire déboucher par un prestataire. On commence à avoir des prestataires aussi sur le territoire. Et on peut laver ces bouteilles avant qu'elles soient réembouteillées. C'est aussi le cas, et Corinne en parlera tout à l'heure, des vignerons de Luc avec qui la Consigne de Provence a développé une expérimentation avec un grossiste
Cette cave coopérative ne souhaitait pas changer de modèle et le grossiste distribue en CHR, récupère les bouteilles et ensuite la consigne de Provence fait laver ces bouteilles. Voilà. Et enfin, même si ce n'est pas du réemploi, je souhaite vous le signaler parce que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Si vous stockez pendant une période prolongée des bouteilles dans des palettes à l'extérieur et qu'au bout d'un moment, au bout de 6 mois, les palettes commencent à se déchirer et les bouteilles prennent l'eau, les bouteilles sont exposées aux éléments, aux insectes, etc. Vous ne pouvez plus les utiliser pour les embouteiller. Et jusqu'à peu, on les jetait. C'était des bouteilles neuves qui n'ont jamais servi, qui vont directement au recyclage. Et avec l'augmentation du prix du verre, de nombreux vignerons ont pris conscience que quand même, voilà, vraiment, c'était un gâchis énorme. Et donc, nous, on peut complètement vous récupérer ces bouteilles, les laver, les rehausser, et pour une prestation de lavage. Voilà, donc alors là, c'est vraiment la façon la plus light, je dirais, de tester le lavage des bouteilles. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, donc pour donner plus de vécu et pour vous montrer à quel point c'est possible, je vais donner la parole à Philippe Lelon, qui est donc propriétaire du Pêche d'André et qui s'est lancé dans le réemploi il y a 2 ans et qui va vous expliquer son expérience. Bonjour. Donc, alors, nous, ça faisait très longtemps qu'on avait une conscience diffuse qu'il y avait un problème avec cette histoire de bouteilles. Enfin, le fait d'avoir ce produit, on va chercher du sable, on le fond, on construit un contenant solide, sain, lavable, on le remplit une fois, on le vide une fois, on le casse. Enfin, moi, je trouvais ça, surtout dans le monde d'aujourd'hui, et les problèmes qu'on connaît sur les ressources, une folie totale, quoi. Donc, il y a 2 ans, on a rencontré Consigne, on s'est dit, mais ça y est, on a la solution. Donc, on a vraiment foncé, ça nous paraît tellement évident. Et en fait, c'est l'usage unique qu'on paraît totalement aberrant. Enfin, ça paraît parfaitement normal et naturel de laver et de réemployer la bouteille. Donc, on a foncé complètement. C'est quelque chose qui est en fait assez simple à mettre en œuvre. Enfin, nous, on n'a trouvé pas ça très compliqué. Pourtant, au début, comme on était au tout début, on a quand même un petit peu essuyé les plâtres. On va dire qu'il n'y avait pas encore de coordination et de standardisation au niveau national, donc on a dû prendre contact avec toutes les plateformes régionales pour faire accepter la bouteille. Ça a cafouillé un peu sur la définition justement de la norme de bouteille. Il y a eu un petit peu de flottement, mais on s'en est sorti. On était très motivés, donc on a toujours trouvé des solutions pour avancer à chaque fois. Maintenant, les choses sont beaucoup plus simples, standardisées, normalisées, donc il n'y a vraiment plus d'excuses pour ne pas y aller. Concrètement, on a réduit le nombre de bouteilles. On avait plusieurs bouteilles différentes dans notre gamme avec une déclinaison peut-être un peu trop justement spécifique par cuvée, et on a simplifié ça donc pour avoir moins de bouteilles différentes à approvisionner, à stocker. Et ensuite, on a dû adapter un petit peu nos étiquettes, mais à peine. En fait, visuellement, on arrive à faire quasiment la même chose. Les seules différences sont dans la nature du papier et des colles et le fait qu'il n'y ait pas de vernis de protection. Mais comme les bouteilles sont stockées en carton avec des intercalaires, tant qu'elles ne s'entrechoquent pas, en fait, ça n'a aucun impact. Et le produit qui est à la fin mis sur la table du consommateur est visuellement de la même qualité qu'avec un étiquetage classique. Donc après, l'autre différence qui est pour l'instant facultative, c'est le fait de ne plus mettre de capsule. Donc on peut encore mettre une capsule dans le réemploi, mais c'est mieux pas. Concrètement, on a fait le choix, nous, de l'enlever sur la quasi-totalité de nos cuvées. C'est peut-être le petit point où ça frotte encore un peu. Il y a quelques pros, quelques particuliers qui sont parfois un peu désarçonnés en se disant « mais il manque un truc, là, c'est bizarre ». Et on a encore un petit peu d'évangélisation à faire sur ce point-là.
Mais les choses bougent et on a même entendu il n'y a pas longtemps, c'est la maison Chapoutier, je crois, qui a annoncé avec grand fracas qu'elle supprimait toutes les capsules sur sa gamme. Donc ça bouge, les lignes commencent à bouger aussi là-dessus. Après, c'est aussi ce qu'on considère, nous, comme un atout sur le plan commercial. C'est-à-dire que c'est un autre élément de différenciation. Et on commence à voir des réseaux qui favorisent, voire n'achètent plus que ce type de contenant de façon exclusive. Donc, comme on est encore relativement peu à le faire, ça fait une différence. Et du coup, on est capable de se démarquer aussi sur le marché de cette façon-là. Après, les gens sont aussi parfois désarçonnés en disant « mais pourquoi je dois racheter la bouteille alors que j'ai déjà acheté une fois et elle est lavée, etc. et je dois la racheter en sortie ?» En fait, nous, le concept, c'est qu'on achète une bouteille, mais on n'achète pas finalement un objet. Et ça, j'explique parfois ça à des vignerons qui se posent des questions et qui ont du mal un peu avec cette idée-là. On achète un usage, en fait, nous. On est des professionnels, on va avoir besoin d'un contenant pour le remplir et le mettre à disposition du consommateur, et on paye tout ce qu'il y a en amont pour pouvoir bénéficier de cet usage. Que finalement, ce qui est en amont, ça soit une fabrication initiale ou un réemploi, c'est normal de payer ce qui est en amont pour que cet usage soit mis à notre disposition. Et donc, on est vraiment dans cette logique de payer l'usage. Et du coup, ça ne nous gêne pas. Enfin, nous, ça nous paraît parfaitement cohérent. Si en plus, le fait de le payer un usage qui vient d'une filière en réemploi coûte un peu moins cher, ce qui est le cas aujourd'hui, que d'acheter du neuf, tout le monde est gagnant, quoi. Voilà, donc en quelques mots. Aujourd'hui, concrètement, la quasi-totalité de notre production est mise en bouteille de cette façon-là. On exporte une partie, alors c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a des bouteilles qui sont aptes au réemploi et une partie qui part à l'export. Bon, et pour l'instant, sur l'export, alors le grand export, c'est encore plus compliqué, puisque là, il n'y a pas de réemploi. En Europe, ça commence. Je sais qu'il y a des petits balbutiements dans certains pays européens. Le réemploi commence à émerger. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'effectivement, il y ait des standards communs aussi à ce niveau-là, pour que l'on puisse envoyer une bouteille dans un autre pays européen et qu'elle puisse intégrer le circuit de réemploi dans ces autres pays. Ça, on espère arriver à ça dans quelques temps. On va déjà s'occuper qu'en France, tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de multiplication de standards, parce qu'on a très peur de ces histoires avec Citeo, là. Mais bon. Donc aujourd'hui, en fait, à part cette histoire sur une gamme où on a un format d'étiquette qui n'est pas bien adapté, sur le reste, nous, notre politique aujourd'hui, c'est on ne fait plus que ça. Donc tout est en réemploi chez nous, c'est un principe. Et y compris sur les consommateurs aussi, on n'a que des retours positifs, donc les gens sont quand même contents de ça. On est point de collecte nous-mêmes, donc on a un caveau, on est ouvert toute l'année, on fait de la vente toute l'année à des consommateurs qui nous visitent sur le domaine. Et on est point de collecte. Donc on récupère nos bouteilles, mais aussi les gens, maintenant, comme ils le savent, qu'on est aussi point de collecte, on a un petit peu, alors ça reste très très minime, mais on a un petit peu de retour de bouteilles autres, de jus de pomme, de bière, qui sont récupérées par nous au caveau. Les gens, quand ils viennent au caveau, apportent aussi quelques bouteilles, parce que finalement, selon les territoires, il n'y a pas forcément beaucoup de points de collecte, et le fait d'être un point de collecte, c'est aussi un atout. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Vous parlez d'un prix un petit peu moins élevé, on parle de combien ? Vous parlez d'un prix un peu moins élevé de réachat, on parle de combien, Ouais. un pourcentage ou, Alors, j'ai un exemple très très concret en tête, puisque justement là, on avait les premières palettes qui nous étaient proposées par Rock Consigne, dont la chaîne de lavage commence à bien tourner. Et on était à quelques centimes de moins que la bouteille neuve, rendue dans la cour. Donc concrètement, nous, sur un lot de bourguignonne neuve, je crois que rendu dans la cour, on était à 46 centimes la bouteille. Et en bouteille venant de la filière réemploi, on était à 40, je ne sais plus, 41 ou un truc comme ça. Donc on avait quelques centimes de moins.
On est au tout début, et alors qu'on a pour l'instant pas encore de massification et de volume qui permet d'amortir les choses et de faire baisser plus les prix, mais c'est déjà plus intéressant. Donc ça commence. J'ai une deuxième question sur justement les points de collecte. J'entends bien qu'il n'y en a pas tant que ça en fin de compte aujourd'hui. Et vous avez présenté un magasin bio, mais aujourd'hui les magasins bio c'est un petit segment en fait de la vente bio. Ouais. La vente de nos vins, nous c'est majoritairement CHR, Cavis, etc. Comment on fait pour les intégrer dans ce process, sachant qu'en plus la plupart du temps ils n'ont pas de place. Voilà, moi ça m'inquiète un peu ce côté stockage sur Palox, etc. Enfin, ça me paraît assez compliqué. Voilà. Tu veux répondre ? Moi, après, j'ai des petites réponses. Mais... Ouais. Du coup, aujourd'hui, effectivement, alors aujourd'hui, France Consigne, c'est environ 950 points de collecte partout en France. Oui, c'est beaucoup les Biocoop, parce qu'au départ, on est parti avec ceux qui voulaient y aller. Que ce soit, et il se trouve que c'était des producteurs bio et c'était les Biocoop. Donc on est parti parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles à surmonter, et donc on est parti avec ceux qui voulaient y aller. Maintenant, il y a d'autres chaînes de magasins spécialisés qui passent progressivement en point de collecte, et il y a effectivement des boucles de réemploi qu'on ne maîtrise pas encore, notamment les cavistes, pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Et pour que ça fonctionne, en fait, au départ, Biocoop, il n'y en avait pas. Enfin, du coup, on s'est lancé avec eux et on a construit un service avec eux qui était adapté à eux ce qu'ils pouvaient faire et à nous ce qu'on pouvait faire. Et de la même façon, on cherche des cavistes avec qui tester. Mais les cavistes à qui on s'adresse, qui ont envie d'y aller, ils nous disent « oui, mais moi, je n'ai pas de référence au réemploi chez moi ». Donc, en fait, il faut y aller ensemble. Et c'est effectivement des boucles qui sont à développer aujourd'hui avec les cavistes. Corinne va nous parler d'une expérimentation avec un grossiste, justement, un producteur, un grossiste qui distribue en CHR et qui a réussi à faire des boucles de réemploi pour des bouteilles de vin. Donc, peut-être qu'on peut laisser Corinne en parler. Juste pour revenir sur votre question par rapport au prix de la bouteille réemployée, prix du neuf, en vérité, on sait bien qu'il n'y a pas un seul prix du neuf. Ça dépend de combien de bouteilles vous commandez, où vous êtes, etc. Donc nous, on a un prix sortie usine qui, pour 60% des producteurs avec qui on travaille, je dirais même 70% aujourd'hui, est en dessous du prix auquel ils achètent neuf. Après, ça dépend de là où ils se trouvent, de combien ils commandent, etc. Et aujourd'hui, le prix de transport est fluctuant. Voilà. Je peux quand même juste faire un petit témoignage pour rebondir sur la question pour les cavistes, par exemple. Nous, on travaille un peu aussi avec des cavistes. Et il y a un an, c'était ils ne veulent pas en entendre parler. On n'a pas de place, ça ne nous intéresse pas. Et maintenant, depuis quelques mois, ça change complètement. En fait, ils nous disent que, les consommateurs leur demandent. Et deux, ils commencent à avoir plusieurs offres, plusieurs des vignerons qui sont référencés chez eux, qui sont passés en réemploi. Et finalement, ils commencent à intégrer ça comme étant un nouveau paradigme qui s'impose sur le marché et qui ne veulent pas subir. Et du coup, ils vont s'organiser. C'est-à-dire qu'ils vont les trouver, les solutions. Et effectivement, on va mettre en place des solutions ensemble. On y réfléchit. Nous, il y a certaines agglomérations sur lesquelles on fait des tournées. On dit, en attendant qu'il y ait des choses qui se mettent en place, moi, quand je fais une livraison, je récupère des bouteilles vides. Donc ça arrive. Et aujourd'hui, j'ai des cavistes qui un an me disaient non, je ne veux pas entendre parler, et qui aujourd'hui me disent mes clients me le demandent, mes fournisseurs sont prêts, j'ai des références avec le petit logo, ok, on y va, comment on fait ? Et on trouve des solutions. Mais on est au début. Et pour compléter ce que dit Philippe, donc effectivement, donc aujourd'hui, on a un accord avec un prestataire qui est en capacité de collecter les bouteilles de vin chez les petits distributeurs dans l'Écusson, dans le centre-ville de Montpellier. Donc du coup, ils n'ont pas besoin de se doter de beaucoup de caisses ou même de palox. Ils ont très peu. Donc ça, c'est bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace de stockage. Et il y a des collectes qui peuvent se faire 2 fois par semaine. Donc petit à petit, on trouve comme ça des solutions. Et je vois aussi Nicolas Moine là, du domaine de Sauzet qui, comme Philippe, s'est organisé avec des cavistes locaux pour leur mettre à disposition des caisses en fait. Et donc le producteur lui-même s'occupe de collecter ces bouteilles en caisse quand il va livrer ses cartons pleins. Donc en fait, c'est des expérimentations qui sont à petite échelle aujourd'hui, mais on voit que des solutions sont en train de s'organiser.
Alors, il y avait juste une autre question pour Philippe. Oui, et puis on continuera après. Bonjour. Donc, on est nous-mêmes en bouteilles réemployables avec Consignop. Et donc, beaucoup de particuliers sont pour ce qu'on fait, pas forcément prêts à payer un peu plus. Donc, nous, on a intégré le prix de la consigne dans la bouteille, mais je voulais connaître la solution. Si vous aviez fait pareil ou si vous mettez les 30 centimes ou je ne sais combien en plus. Mais nous, du coup, c'est une obligation. Enfin, le prix est dedans. Au choix après de le ramener ou pas, mais en tout cas, le prix est dedans. Alors ça, c'est une question autre qui est effectivement, selon les plateformes, ConsigneUp a fait ce choix d'avoir une consigne monétaire. Hog Consigne n'en a pas. Et au niveau national, c'est assez hétérogène. Il y a des plateformes régionales qui ont effectivement fait le choix d'avoir une consigne monétaire, d'autres pas. Donc, je ne peux pas trop répondre pour ConsigneUp. Alors après, nous, on est quand même, on est sociétaire de ConsigneUp et impliqué parce qu'on travaille beaucoup sur l'agglomération toulousaine. Donc, je sais qu'effectivement, il y a cette question-là. Nous, pour l'instant, on n'a pas cette problématique puisqu'effectivement, on est avec Hog Consigne et qu'on n'a pas la consigne monétaire. Ceci dit, on a fait le choix, par exemple, à titre commercial, pour activer les choses et faire de l'évangélisation, on va dire, sur notre territoire, localement, d'offrir une consigne monétaire à nos consommateurs qui viennent au caveau. C'est-à-dire sur place au caveau, on donne 50 centimes pour toute bouteille ramenée, à valoir sur l'achat immédiat que fait la personne pour reprendre du vin. Et nos distributeurs très locaux, on a des petits magasins bio, cavistes locaux autour de nous, on étend ce système à ces distributeurs locaux. C'est-à-dire qu'on a l'épicerie du village d'à côté qui distribue nos vins et qui fait aussi les 50 centimes. Mais c'est nous qui les prenons à notre charge. C'est-à-dire que du coup, elle récupère les bouteilles et nous, on lui déduit de sa facture. Et après, sur le fonctionnement de ConsigneUp, moi, dans le détail, je ne le connais pas bien, effectivement. Je sais qu'il y a une histoire de consigne monétaire. J'en ai parlé avec eux la dernière fois qu'on s'est croisés, parce que la question nous était posée. Et je crois que, a priori, l'objectif, c'est que ça soit un vecteur pour avoir un outil incitatif pour le consommateur, mais que ça doit être économiquement transparent pour les opérateurs, que sont à la fois les points de collecte et les vignerons. Donc il y a un jeu de trésorerie, mais ça ne doit pas vous coûter normalement, d'après ce que j'ai compris du fonctionnement. Voilà. L'idée, c'est juste d'avoir un petit outil pour augmenter le taux de retour. Du coup, je vais donner la parole à Corinne qui va nous parler de son expérimentation avec les vignerons du Luc. Merci Anne-Claire. Donc oui, nous sommes un opérateur de réemploi sur la région sud PACA. Nous faisons partie de l'association Écosciences Provence, qui est une association de protection de l'environnement depuis plus de 15 ans. Et nous portons la filière de réemploi de région sud, la consigne de Provence. Nous avons cofondé en 2012 le réseau Consigne. Donc ça fait un moment que la consigne fait partie de notre quotidien à l'association. Et c'est vraiment aujourd'hui qu'on voit qu'il y a une vraie avancée, et également avec la création de France Consigne et les 10 opérateurs qui sont fédérés au sein de l'association France Consigne. Alors ça doit être la petite vidéo qui... En fait, on a eu la chance d'avoir des journalistes de France 3 Côte d'Azur qui sont venus nous interviewer sur le réemploi. Et donc, on a un petit passage qui parle du réemploi en CHR. Et c'est juste ce petit passage qu'on va vous passer comme témoignage. Comment je fais là ? Je sais pas. Ah ouais, entrer. Non. On n'a peut-être pas le son. Bon. C'était peut-être mieux.
Sinon, on peut zapper. Hein. Oui, voilà. Aucun problème. Un système plus vertueux, mais surtout moins onéreux. Une bouteille neuve coûte 1 euro, alors que la même rachetée à la consigne est 2 fois moins chère. Un concept qui connaît déjà un petit succès. On ne s'attendait pas à ce que ce soit un aussi grand volume, effectivement. On a commencé en avril 2023, on s'attendait à 24 000 bouteilles sur l'année, on voulait commencer prudemment et effectivement ça a pris énormément d'essor pour arriver à la fin 2023 à 42 000 bouteilles. Leurs clients, les cafés, hôtels, restaurants des Alpes-Maritimes, comme ici à Cannes, où chaque semaine, des caisses de rosé consignées sont livrées. C'est certes plus facile de tout jeter à la poubelle, mais c'est plus sympa quand même d'avoir des bouteilles consignées. Ce qui est pas mal d'avoir des bouteilles consignées, c'est quand même que ça nous a permis de réduire considérablement notre quantité de bouteilles jetées à la poubelle. L'été, on peut en jeter un peu plus d'une centaine, et maintenant on en est à, on va dire, un bon quart de moins. Aujourd'hui, selon une étude, 88% des consommateurs se disent prêts à jouer le jeu de la consigne, mais l'offre de bouteilles réutilisables reste pour l'instant très faible. Donc, en préalable de toute démarche de réemploi, on a la validation de la bouteille. Donc, effectivement, sur nous, Terre de Provence, ça reste un vrai sujet, la bouteille. La standardisation n'arrive pas à passer le barrage parfois pour faire du réemploi. Donc, on s'accommode de certains formats de bouteilles. Ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir laver ces bouteilles et les réemployer. Donc, dans la mesure du possible, on part sur du standard, mais on ne ferme pas la porte au réemploi pour les viticulteurs qui veulent garder leurs bouteilles, parce que par nature, une bouteille provençale est quand même assez lourde, donc peut effectivement supporter du réemploi. Donc, c'est le cas de cette bouteille, puisqu'on est parti donc avec un coopérateur avec son format de bouteille, alors qui est un peu atypique parce qu'elle fait 320 mm de haut. Et encore, on a réduit un petit peu la hauteur pour que ce soit plus opérationnel. Et une sérigraphie. Donc une sérigraphie qu'on a testée avant de passer au réemploi pour voir si effectivement cette sérigraphie tient au lavage, avec des tests de prévieillissement qui ont validé du coup cette bouteille avec cette sérigraphie. Une fois que le coopérateur était rassuré sur sa bouteille, on a travaillé avec la cave coopérative. Donc, on a le coopérateur qui embouteille ses bouteilles à la cave coopérative. Ensuite, les bouteilles sont envoyées sur la plateforme logistique du grossiste. Donc, nous, c'est DAB. Chez le grossiste, ensuite, les bouteilles sont distribuées vers les cafés, hôtels, restaurants. Elles reviennent ensuite au fil des rotations sur la plateforme logistique, sur l'entrepôt du grossiste. Quand on atteint un seuil assez conséquent, nous on a fixé ce seuil à 10 palettes. Quand on a au moins 10 palettes qui sont revenues chez le grossiste, ça part au lavage. Et une fois lavé, ça revient sur la cave coopérative où les bouteilles sont à nouveau réutilisées pour la prochaine mise. Donc le petit changement qu'on a sur la fin de mise, c'est qu'effectivement, au lieu de mettre les bouteilles en carton, on les met dans les casiers. Donc on a une économie d'emballage. Donc on fait des palettes de bouteilles dans des casiers. Ensuite, les grossistes, ils ont l'habitude de la consigne. Ils l'ont jamais arrêté. Ils font déjà ça sur les softs. Donc franchement, ajouter une nouvelle gamme sur du réemploi tel que les vins, pour eux, c'était une aubaine. Pour nous, ce grossiste-là était très intéressé de faire de la consigne sur du vin. Donc, il y a ce circuit de reverse logistique qui est vraiment très vertueux pour le réemploi.
Donc ça se gère. Vous avez vu sur le petit reportage, nos casiers sont compatibles déjà avec les caisses des autres boissons aptes au réemploi. Donc rien de nouveau. Et ensuite, effectivement, entre la cave coopérative et le grossiste, il y a ce jeu comptable de consignation, déconsignation des casiers et des bouteilles. Le retour du lavage, il faut penser qu'effectivement, dans ce cas-là, on va avoir des bouteilles palettisées qui vont revenir à la cave coopérative, mais également les casiers vides. Donc, c'est vrai que sur ce schéma-là, le transport de retour du lavage compte la place supplémentaire nécessaire pour mettre les casiers. Donc, en quelques chiffres, nous, ça fait jour pour jour presque 1 an qu'on teste ce système de réemploi avec la cave coopérative Les Vignerons du Luc et la marque Tasquier. Donc, on a fait 7 mises en bouteille en 2023. Aujourd'hui, on est à 42 000 bouteilles, puisqu'en fait, le facteur limitant, dans ce cas-là, c'est les casiers. Donc, à chaque mise, on est parti du principe qu'on mettait à disposition 500 casiers. Donc, 500 casiers, ça fait 6 000 bouteilles. Donc, à chaque mise, 6 000 bouteilles aptes au réemploi conditionnées en casier partent dans le circuit. Donc, ça a nécessité l'achat et l'investissement au départ de 2000 casiers. On a près de 130 restaurants qui sont pourvus par ce système de réemploi. On a effectué 3 lavages en 2023 et là, on est ravis d'apprendre qu'on repart sur la même opération pour 2024 et peut-être avec des flux plus importants puisqu'effectivement, on va réinvestir dans des casiers. Donc voilà un petit peu le témoignage d'une autre boucle. Et effectivement, donc, par ce biais-là, on peut faire du réemploi auprès des producteurs. On met tout en place pour qu'effectivement les magasins ou différents points de collecte ouvrent leurs espaces pour que le consommateur ait le choix de déposer sa bouteille dans des endroits assez larges. Ensuite, il y a la GMS qui est un vrai sujet, le CHR et peut-être demain le particulier. Voilà, je pense que j'ai fini sur le sujet. Je vous passe la parole. Je vais peut-être te présenter d'abord. J'arrive. Donc on pourra, si vous avez des questions, on va terminer la présentation et puis après on pourra poser des questions. Donc maintenant, concrètement, vous êtes vigneron, comment vous passez à l'action ? D'abord, comment vous passez à l'action techniquement ? Donc, il y a un accompagnement technique, il y a des solutions qui existent et des apporteurs de solutions qui existent. On est des opérateurs de réemploi, donc il y a la Consigne de Provence, Consigne et bien d'autres qui sont, aujourd'hui, on est 10 opérateurs de réemploi situés là, vous voyez sur la carte. On vous accompagne pour intégrer une filière locale ou nationale de réemploi. Au sein de France Consigne, on a 4 unités de lavage industriel et bientôt une 5e unité à Toulouse. C'est des unités industrielles qui ont été ouvertes soit l'an dernier, tout l'an dernier d'ailleurs, quasiment, plus dans MBSR, ma bouteille s'appelle Reviens dans la Drôme, qui était la plus ancienne, qui date de 2019. C'est des outils c'est des outils nouveaux qui sont très économes en énergie, très économes en eau et qui donnent une qualité équivalente de lavage. On est aussi à votre disposition pour mener des études, des expérimentations pour vous permettre de rentrer dans le réemploi avec le moins de contraintes possible. Donc, si vous voulez passer au réemploi, adressez-vous à l'opérateur France Consigne le plus proche de chez vous. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont ici. Vous pouvez aller sur le site de France Consigne pour en savoir plus. Passer au réemploi, ça a aussi un coût. Et aujourd'hui, les éco-organismes ont une obligation d'accompagner leurs adhérents dans leur passage et intégration à des filières de réemploi. Donc, je vais laisser Cédric Berger de l'éco-organisme l'ECO vous présenter ce qu'est un éco-organisme
et quels sont les soutiens que vous pourriez avoir de leur part? Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation de votre part, ainsi de Sud 20 Bio. Je vais donc pour compléter tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, vous présenter le rôle des éco-organismes. Je vais essayer d'être clair sur le sujet. En fait, on part du principe de l'industriel ou le vigneron qui vend un produit. Il vend pas une bouteille. Hein, vous vendez du vin, vous n'êtes pas des vendeurs de bouteilles. Donc vous utilisez la bouteille pour vendre votre produit. Et donc on est parti du principe que c'est au pollueur, donc celui qui met un emballage sur le marché, qui doit financer la fin de vie de ce produit. C'est ce qu'on appelle pollueur-payeur. Et donc tous les industriels payent une éco-contribution à un organisme comme le nôtre, et cet argent est destiné à financer la fin de vie des produits. Donc l'argent que l'on perçoit, on le reverse à 80% aux collectivités aujourd'hui qui gèrent le bac jaune, tout ce que vous mettez dans votre bac jaune. Et avec cet argent, la collectivité, elle vient collecter le bac jaune, elle le trie et elle recycle elle le trie, donc elle les sépare et elle recycle les produits qui partent dans des usines pour un deuxième tour. Mais on a également des obligations, et c'est des obligations quelque part qu'on est content de réaliser, essentiellement autour du réemploi. Donc on doit aider au financement du réemploi, également des campagnes de communication, on a des budgets pour cela. Pour la R&D, ça pourrait être peut-être de contribuer à trouver un système de consigne monétaire. La consigne monétaire, ce n'est pas une finalité, mais c'est simplement un outil pour que les bouteilles reviennent mieux. Également sur l'éco-conception des emballages. Voilà. Et puis on conserve 5% des éco-contributions pour nos frais de structure. L'historique de l'éco, alors rapidement, hein, on a démarré, nous, notre activité en 2020. Et donc, vous voyez sur la courbe de gauche le nombre d'adhérents, donc le nombre d'industriels, de metteurs en marché qui nous ont rejoints. Donc, on est parti de 0 et aujourd'hui, on en a plus de 70 000. Et forcément, ça s'est accompagné par une évolution de notre chiffre d'affaires. Et donc, sur la droite, vous avez des marques qui sont nos clients. Et sur l'année 2023, on travaille avec d'autres, des nouveaux clients, comme par exemple les bonbons Carambar. Il y a un emballage, donc voilà, ils contribuent. On a eu également les biberons MAM ou encore les vêtements Ralph Lauren. Oui, l'emballage, c'est pas que l'alimentaire, mais c'est beaucoup de choses. Dans les missions que l'on a, nous, en tant qu'éco-organisme, c'est de contribuer à atteindre l'objectif de recyclage des emballages à hauteur de 75%. Alors en France, on recycle bien le verre, ça c'est vrai. On recycle assez bien l'acier. Le papier carton, ça va. Mais alors dès qu'on arrive sur l'aluminium, donc les canettes et les plastiques en général, la France est avant-dernier pays européen. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Une de nos missions aussi, c'est de réduire le nombre d'emballages. Et le réemploi est une manière de réduire l'emballage, parce que la bouteille, elle est réutilisée plusieurs fois, donc à la fin, il n'y a qu'un emballage qui est mis sur le marché. Une autre de nos missions, c'est de déployer la loi AGEC. Et le réemploi en fait partie. Concernant les producteurs, donc vous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? C'est déjà que vous soyez en conformité, parce qu'en fait, adhérer à un éco-organisme est une obligation légale. C'est pas automatique, donc, mais c'est une obligation. On essaye de vous accompagner, par exemple dans le réemploi ou dans l'éco-conception, si c'est le cas. Par exemple, si vous vendez du vin dans d'autres contenants que des bouteilles, ça peut arriver. Et puis on essaye, concernant vos obligations, de les faire de la manière les plus faciles pour vous, les plus fluides. Pardon. Et on essaye aussi de mettre en communication différents acteurs sur les différents territoires.
Vous avez la chance d'avoir des gens comme Consigne ou l'autre opérateur, parce que ils ont vraiment une expertise. Ça a l'air simple de réutiliser des bouteilles, mais en fait, il y a un vrai savoir-faire et c'est important de pouvoir s'appuyer sur eux. Voilà. Alors, le fait d'être pollueur-payeur, c'est très simple. Nous, on applique un tarif qui est... Alors, oui, le fait d'être éco-organisme, on est validé par on a un agrément qui est donné par le ministère de l'écologie. Et donc, on a un tarif. Et donc, quand vous mettez sur le marché une bouteille, par exemple, de 75 centilitres, bah, le prix est de 0,1 euro. Donc, c'est 1 centime d'euro par bouteille. Ça, c'est pour les bouteilles perdues. Comme on vous l'a déjà expliqué tout à l'heure, la loi AGEC impose à tous les industriels en France, à tous les metteurs en marché, de réaliser une partie des emballages en réemploi. Donc ça va de 5 à 10% pour 2027. Vous voyez, on va y aller progressivement. En fonction de la taille de votre entreprise, bah, la contrainte n'arrive pas tout de suite, hein, mais en 2027, elle va arriver pour tout le monde. Donc, quelque part, c'est pas inintéressant pour vous d'y réfléchir dès maintenant pour y aller progressivement. Et toujours pour vous accompagner dans les obligations, il y a des logos qui sont proposés par l'ADEME, histoire qu'il y ait une certaine uniformité sur le territoire. Et donc, sur la gauche, vous avez le logo du verre perdu, alors qui est proposé, mais qui n'est pas une obligation aujourd'hui. Et puis, il y a également le logo pour l'emballage réemployable, qui peut venir compléter les logos que peut vous proposer votre opérateur. Voilà. Alors, concernant donc le réemploi, alors chez l'ECO, ça faisait partie de notre historique d'être assez engagé pour le réemploi. Et il se trouve que la loi nous demande de le faire, donc c'est très bien. Et on a des budgets à dépenser de manière obligatoire tous les ans. C'est pour ça qu'on a notre agrément, de dépenser 5% de notre budget aujourd'hui pour le réemploi. Et donc ça passe par essentiellement des appels à projets. Donc je vous invite à consulter régulièrement notre site internet. Si par exemple vous avez des projets de réemploi, eh ben, vous pouvez être éligible à ces appels d'offres, à ces appels à projets. C'est des sommes que l'on vous donne, ce n'est pas du tout un prêt, c'est vraiment l'équivalent de subventions. Il nous arrive également de soutenir des opérateurs du réemploi quand ils ont différents besoins. Ça peut être par exemple d'acheter un stock de bouteilles pour démarrer dans le réemploi. On peut vous aider à le faire. En 2024, le ministère nous a demandé également de contribuer, de pourvoir au coût de collecte des bouteilles. Donc on en a parlé tout à l'heure, ça reste un sujet d'actualité. Il y a aujourd'hui un certain nombre de points de collecte, mais il n'y en a apparemment pas encore assez. Il y en aura plus demain. Et il y a un coût également. Et donc, nous, éco-organismes, on va nous demander de réfléchir à un système pour prendre en charge ce coût-là. Donc, on a eu l'information au début du mois de janvier. Et donc, dans les mois qui viennent, on va pouvoir dérouler cette solution. Et l'idée, c'est de faire un système simple pour ce financement. Et puis, également, on s'appuie, nous, sur des opérateurs comme France Consigne, mais également avec Retail for Change ou le réseau VRAC pour réemploi. On a fait l'année dernière une étude sur l'acceptabilité auprès du consommateur d'utiliser des emballages réemployables. Et on a fait, alors sur les bouteilles, il y en a eu déjà beaucoup qui ont été faits, tant mieux pour vous. Mais nous, on a élargi cette étude et elle a révélé que ce soit des pots de yaourt, des shampoings, des bouteilles de shampoing ou des téléphones portables, le fait de proposer au consommateur un emballage réemployable, eh ben, spontanément, alors c'est une déclaration spontanée, entre le fait de le déclarer et puis de le faire, il y a une marge, mais on est à plus de 90%. Donc c'est très favorable. Et puis, très concrètement, et ça c'est de manière immédiate, on a signé, nous, une convention avec France Consigne pour vous accompagner financièrement quand vous passez à l'acte. Quand vous choisissez de passer au réemploi avec un opérateur, il y a toujours des frais de démarrage, et nous, on prend en charge la moitié du coût financier.
de manière extrêmement simple. Donc ça, c'est intéressant, ça fonctionne bien. Et quelque part, c'est un petit peu, ça peut contribuer au déclic pour y aller. Parce qu'a priori, une fois qu'on y est, ça se passe bien. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous rends la parole. Merci Cédric. Juste en complément, donc l'ECO est un éco-organisme. Vous connaissez aussi Adelph Citeo, qui eux aussi vont lancer des appels à projets. Je vous le signale juste pour être au courant de quand ces appels à projets vont tomber. Allez sur le site d'Adelph ou contactez votre correspondant Adelph local si vous êtes adhérent à Adelph. Voilà, donc les présentations sont terminées. Si vous avez des questions. Alors, la question était, je vous ai donné le prix pour la bouteille à usage unique, la bouteille jetée. Quel est le prix pour la bouteille réemployée? Il est de 0. En fait, la bouteille réemployée, vous allez payer lors de la première mise en marché. Et si après la bouteille, elle fait 20 rotations, vous n'allez pas payer d'éco-contribution sur ces 20 rotations supplémentaires. D'accord? Donc et c'est logique, hein, parce que certes, il y aura eu 21 mises en marché, mais à la fin, il n'y a qu'une bouteille à recycler. Donc c'est très logique de payer qu'une fois. Je suis désolée, je n'ai pas pu arriver pile à l'heure, vous l'avez peut-être évoqué. Mais je voulais savoir comment ça se passe au niveau des cols lorsqu'on met une bouteille de blanc ou rosé dans un seau à glace. Et est-ce qu'on peut passer aussi avec du... Forcément, il faut forcément rester sur du papier, ou est-ce qu'on peut s'affranchir du papier pour d'autres supports d'étiquette? Venez sur mon stand et regardez dans mon bac à glace. Très bien, merci. Stand 305. Merci. Du coup, oui, c'est le mieux d'aller voir les bouteilles de Philippe. Les adhésifs lavables sont des adhésifs qui ont été conçus pour partir au lavage dans une eau chaude, dans une eau à 80 degrés, avec une concentration de soude à 1,8%. Elles n'ont pas été conçues pour partir comme ça dans le seau à glace. Donc vous pouvez être assuré, effectivement. Après, très sincèrement, j'avais la même inquiétude et je me disais, oulala, je vais mettre mes bouteilles dans un seau à glace toute la journée sur un salon, voire les laisser la nuit pour les récupérer le lendemain matin. Mais en fait, ça tient. Donc, Il y avait une autre question, je crois. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première concerne le marquage du lot sur les bouteilles. Où faut-il qu'il soit? Nulle part. Sur l'étiquette, si vous en mettez un. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de marquage sur la bouteille elle-même, parce qu'au lavage, ça ne part pas, le marquage. Donc, c'est un marquage sur l'étiquette. Enfin, la contre ou l'étiquette, mais pas sur le verre. Et en complément de ce que dit Philippe, donc effectivement, pas de gravage du numéro de lot sur la bouteille, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir deux numéros de lot distincts sur une même bouteille. Bon. On est en 2024, maintenant qu'on a notre laveuse, on va faire des tests pour voir si certaines encres, et il existe des encres qui vont se partir au lavage, des encres où du coup le numéro de lot est imprimé sur la bouteille. Perrier les utilise notamment, et donc on pourra aussi vous donner des références d'encre qui partent au lavage. Mais le mieux, c'est bien de les indiquer sur la contre ou sur l'étiquette. Et deuxième question, quid d'un partenariat éventuel avec les gros verriers? Alors, on est en discussion avec plusieurs verriers. Certains d'entre eux ont même investi dans des sociétés, dans des opérateurs de lavage. Ils sont tous intéressés, enfin, je dirais la plupart expriment un intérêt pour le réemploi. Pour eux, ça reste du verre. Quand ils en parlent, ils disent que la vraie concurrence, c'est le plastique. Et du coup, le verre, le réemploi, ça reste du verre. C'est des bouteilles, avant que tout soit réemployé 20 fois, il y a encore un petit peu de temps. Et notamment pour Veralia,
Enfin, c'est pas un secret, hein, c'est dans leur politique RSE. Le réemploi fait partie de leurs objectifs zéro carbone à l'horizon 2040. D'autres questions? Bon. Je crois que... Est-ce que tout est dit? Ou des petites remarques, messages à faire passer auxquels vous auriez pensé qu'on n'aurait pas dit? C'est parfait. Merci. Merci.